Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben ça, je tiens le coup. Donc, vous avez en tout cas une très bonne mine. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cet échange. Les 100 citoyens tirés au sort de la région Occitanie pour cette première convention citoyenne vous écoutent. Ils ont de 19 à 76 ans, viennent des 13 départements. Certains votent aux élections, d'autres pas. Mais toutes et tous ont accepté de participer à la convention citoyenne qui va conseiller les élus de la région sur les changements nécessaires qui doivent être décidés en novembre prochain. Alors, lors de la première session qui a eu lieu à Toulouse il y a 2 semaines, il y a deux interrogations qui sont apparues parmi les participants. Et l'une portait sur la légitimité des citoyens pour une telle tâche. Est-ce que les citoyens sont légitimes pour travailler sur un sujet qui est la transformation de la région pour résoudre les crises écologiques, sociales et sanitaires? C'était une première question. Et l'autre qui est ressorti, un autre doute, c'est sur les conséquences de leur travail de citoyens sur les décisions des élus. Alors, vous qui vous êtes penché sur cette question de la démocratie participative, qu'est-ce que vous leur diriez face à ces doutes qui sont apparus? Les citoyens sont-ils légitimes? Écoutez, tout citoyen est compétent sur des questions d'intérêt collectif, ou s'il n'est pas compétent, il doit essayer d'être compétent et de participer à la vie collective. Et moi, depuis très longtemps, je suis partisan de compléter la démocratie représentative par une démocratie participative qui peut avoir plusieurs formes, qui peut avoir forme de conseils communaux, comme de conseils nationaux, comme celui qui s'est fait, comme des conseils régionaux, comme celui auquel vous me demandez de participer. Et je pense que la formule du tirage au sort est une des formules classiques de la démocratie que Athènes, au 5e siècle avant notre ère, a inauguré, ne serait-ce que pour la nomination des juges, et que l'on peut utiliser justement pour avoir une répartition plus juste que dans les systèmes électoraux où il n'y a qu'une petite partie de lecteurs qui veulent et on les somme de faire un choix binaire alors que là, il y a une possibilité de débat. Donc, je suis un très fervent partisan de la démocratie participative et de cette forme nouvelle qui vient d'être inaugurée. Et je pense aussi que les avis de ce Conseil doivent être pris au sérieux par les autorités, que ce soit les autorités gouvernementales au niveau national ou les autorités régionales ici. C'est-à-dire que là aussi, un nouveau débat doit s'ouvrir entre ce que propose ou critique le Conseil des citoyens et les autorités par ailleurs. Ça demande, c'est un sérieux changement d'habitude d'une part de reconnaître la compétence de tout citoyen et d'autre part d'en tenir compte dans les décisions. Et pour vous, quand vous dites que vous militez, vous avez développé des arguments pour cette démocratie, c'est l'argument principal pour vous, c'est lequel? Mon argument principal, c'est que notre démocratie représentative est insuffisante. Et non seulement elle est insuffisante, elle connaît aujourd'hui une crise et des carences particulières. Pourquoi? Parce que beaucoup de partis se sont sclérosés, d'autres se sont quasi décomposés, qui se créent des coalitions hétéroclites, c'est-à-dire que dans le fond, il y a une vacuité de pensée politique au sein du monde de la démocratie représentative du Parlement, et que aussi les gouvernants, et surtout avec notre système présidentiel, planent quasi au-dessus de la vie quotidienne et ne
souvent n'ont pas conscience de ce que la vie du citoyen normal qui prend le tramway ou le métro et qui se bat à son travail à des heures fixées et obligatoires. Donc, si vous voulez, moi je pense que c'est très bien que ça parte des citoyens pour monter vers le haut et qu'un dialogue s'établisse. C'est une période de crise. Vous savez, depuis longtemps, on parle de démocratie participative, mais je pense que la crise de la démocratie, qui est malheureusement universelle, vous le voyez dans tous les pays d'Asie, d'Afrique et malheureusement quelques-uns d'Europe et qui nous menacent, vous avez besoin de cette démocratie à tous les niveaux. Je ne dis pas que ce sont des solutions magiques qui résolvent tous les problèmes, mais au moins les aspirations sont traduites et après il s'agit de les hiérarchiser, de les mettre en ordre. Ce n'est qu'un début, il faut arriver à la formulation d'une politique. C'est ce que nous allons faire ici avec cette convention citoyenne. Dans votre livre « La Voix », vous associez la démocratie participative à la nécessaire éducation populaire et vous l'associez aussi sur l'éthique du cœur qui doit habiter les décideurs. Alors, parce que cette remontée, ce dialogue qu'il y a entre citoyens, se combine à cette question de l'éducation de tous et donc l'éducation populaire. Et quand vous dites que les décideurs doivent faire preuve de qualité de cœur et d'une éthique, en fait, si on part du principe que tout citoyen est un décideur, c'est aussi une invitation que vous faites à toute personne de développer ses qualités de cœur. C'est quelque chose dont on parle peu en politique. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire un peu plus? Comment voyez-vous comment ça peut se matérialiser, surtout ce que ça peut changer? Alors, il y a deux choses que vous me dites. La première, c'est une éducation collective. Et je pense que déjà, le cadre de la démocratie participative est un cadre où se crée une certaine intelligence collective par les échanges et l'entre-éducation des uns et des autres. D'ailleurs, je pense que l'intelligence collective n'est pas la somme des intelligences individuelles, mais le produit justement synthétique de leur combinaison. Deuxièmement, moi je pense que là aussi, notre système d'éducation normale ne donne pas assez d'éléments aux esprits pour affronter les grands problèmes de la vie. Et que, par exemple, la complexité du monde, la complexité de la mondialisation, la complexité des interactions de toutes sortes, fait que vraiment, ceci n'est pas une façon de penser, de relier les connaissances, d'en faire la synthèse. Ça nous manque. Donc, d'ailleurs, moi, un de mes projets, dans le cadre de ma chaire UNESCO à l'université de Montpellier, est de constituer pour l'année qui vient une sorte d'université populaire ou de collège populaire où l'on enseigne ces choses nécessaires pour faire un bagage. Ce n'est pas pour endoctriner, c'est pour que les citoyens puissent se faire voyage, citoyens de tous âges et de tous sexes. Voilà, ça c'est une question très importante. La deuxième question, vous avez parlé du cœur. Alors là, il faut penser qu'actuellement, nous sommes gouvernés par des chiffres, par le calcul, par des statistiques, par des PIB, par le calcul de la croissance. Or, le calcul peut connaître un certain nombre de réalités, mais il ne connaît jamais la vie humaine, il ne connaît ni l'amour, ni la peur, ni la haine, ni l'angoisse, ni tout ce qui nous fait vivre. Donc, le mode de calcul est une rationalité glacée, froide et insuffisante. Je pense qu'il faut être rationnel, mais la rationalité ne se réduit pas au calcul. Et d'autre part, vous savez que dans l'être humain,
il y a deux pôles. Il y a le pôle de ce qu'on appelle la raison, l'homo sapiens, et le pôle un peu du délire, l'homo demens, et que tout être humain est polarisé entre les deux. Mais vous savez que la raison pure et froide, glacée, c'est presque une sorte de folie, et que la passion pure, qui n'est pas contrôlée par la raison, risque le délire, et que nous-mêmes, même dans un excès de colère, nous sommes un peu fous, un peu dingues. Donc il faut combiner sans arrêt la raison et la passion, je veux dire l'esprit et le cœur. Si une pensée politique sans cœur, c'est la politique qui s'impose, qui réprime. La politique qui a du cœur, c'est celle qui comprend. Aujourd'hui, on parle beaucoup de care, vous savez, du soin, du souci pour autrui, de bienveillance. On a raison, c'est une vieille notion qu'avait Confucius, mais qui vaut aussi pour aujourd'hui, pour tous ceux qui sont au sommet de l'échelle, ou si vous voulez, au sommet des cordées, et qui ne doivent pas se borner à tirer la cordée, mais aussi avoir de l'amitié et de la bienveillance. Moi, je crois que la crise nous a révélé à quel point étaient indispensables les tout petits, les éboueurs, les balayeurs, les caissières, tous ces gens qui font ces travaux humbles, ignorés ou méprisés, mais sans lesquels on ne peut pas vivre, alors que moi, je peux vivre sans les messieurs du 440. Donc, si vous voyez, voilà l'importance du cœur. Voilà. Je dis, pourquoi les chiffres, le côté raison, chiffre, l'emporte-t-il dans la politique, et pourquoi le cœur est-il si difficile à mobiliser dans la politique? Parce que depuis des dizaines d'années, la politique s'est vidée de pensée et s'est mise à remorque de l'économie. Et l'économie, ce sont des chiffres et des calculs. Et malheureusement, à la remorque d'une économie dominante qui donne la priorité au profit, comme si le profit va régler tous les problèmes. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Plus les riches seront riches, plus l'argent va ruisseler. Or, on n'a pas vu ça ni chez M. Pinault, ni chez M. Lagardère. Ça ne ruisselle pas tellement. Donc, si vous voulez, c'est parce que la politique s'est dégradée en économie et que l'économie s'est dégradée dans ce qu'on appelle le néolibéralisme que la politique manque totalement de cœur et dans tous les domaines, pas seulement pour les malheureux, pas seulement pour ceux qui continuent à ne pas avoir de toit et à coucher dans les rues, pour les migrants, pour des malheureux que l'on traite, que l'on enlève de leur tente. Je veux dire que c'est ça qui est important. Et puis en plus, je veux dire, c'est pas seulement pour les malheureux, mais qui souffrent de la misère et de la pauvreté, mais il y a un malheur humain aussi de la solitude, des femmes abandonnées, des vieux abandonnés, des jeunes solitaires, et tous ces gens-là, il faut y penser avec le cœur. Il ne faut pas penser que ce sont des choses qui entrent dans des statistiques. C'est quand même fondamental. Edgar Morin, les 100 citoyens qui vous écoutent ont reçu un mandat de Carole Delga, présidente de la région, c'est d'exprimer des propositions d'actions concrètes pour que la région Occitanie améliore le bien-être des habitants, que la justice sociale soit renforcée et qu'il y ait plus de confiance entre citoyens et l'institution. Et pour vous, Edgar Morin, quelles sont les grandes décisions que nous devons, en tant qu'humains et habitants de l'Occitanie, prendre aujourd'hui et qui feront que dans 60, 70 ans, nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants seront fiers de nous? Écoutez, l'objectif essentiel, c'est que de lutter contre tout ce qui est le mal-être, le malaise, et tout ce qui est pour le mieux vivre, le bien vivre. Vous voyez, ça, c'est une chose. Alors, moi, je crois que, si vous voulez, je vois les éléments d'une politique qu'il faut rassembler. Bon, tout d'abord, je pense que les villes doivent on doit poursuivre une politique commencée de la désintoxication des villes qui sont polluées, des grandes villes, bien entendu,
et par là même de leur piétinisation de plus en plus grande, de développement des transports publics propres, de façon à favoriser le bien-être et la santé des habitants. Il y a cette désintoxication qui est capitale, qui a commencé et qui doit se poursuivre. Du point de vue rural, et surtout que l'Occitanie est un pays très riche du point de vue agricole, mais je crois aussi que c'est important, et la région a pleinement conscience, qu'il faut faire régresser l'agriculture et l'élevage industriel qui produisent des aliments insipides et parfois nocifs par tout ce qu'ils contiennent de pesticides, qui dégradent totalement les sols et par là même favoriser le retour de l'agriculture fermière, de l'agriculture biologique, agroécologique, comme on dit, d'une agriculture à l'échelle humaine, d'une polyculture, de quelque chose qui soit sain et qui permette une alimentation de proximité, comme ça se développe aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a aussi une chose très importante, c'est que cette Occitanie si riche en villages, en bourgs, cette Occitanie rurale assez intéressante, elle est victime, comme le reste du pays, de la mort, de la vitalité des villages. Pourquoi? Parce que les bistrots ont disparu, la boulangerie a disparu, l'épicier a disparu. Il n'y a que ceux qui peuvent aller en voiture et encore ils vont dans les grandes surfaces. Donc, si vous voulez, il faut redonner vie à ces villages. Moi, je connais des maires occitans, ne serait-ce que je pense qu'à le petit bourg qui s'appelle Seine, près de Carcassonne, où le maire, il a rétabli une buvette, une épicerie où on trouve des produits locaux de qualité, et ne serait-ce que ça commence à recréer un peu de convivialité entre des gens qui jusqu'alors vivaient enfermés chez eux à voir la télévision. Donc, vous voyez, et puis il faut remettre des bureaux de poste là où ils ont été supprimés. Il faut remettre des hospices, parce qu'il y a des pauvres vieux, des pauvres malades. On ne va pas les transporter à 200 km à des hôpitaux, parfois pour des maux que l'on peut soigner sur place. Donc, vous voyez, il faut revitaliser les villages, les bourgs. Il faut réhumaniser les villes. C'est un travail formidable. Et moi, je pense que tout ceci s'inscrit dans une régénération politique, c'est-à-dire dans une grande politique qu'on peut déjà faire dans le cadre régional et qui est encore mieux dans le cadre national, c'est-à-dire qu'il soit écologique, c'est-à-dire qui vraiment travaille sur ce qu'on appelle l'environnement, d'ailleurs la biosphère, le reboisement, etc., qui soit écologique, économique, social, et tous ces termes sont liés, vous le savez, parce que finalement, d'où viennent les dégradations de la biosphère, de la Terre, partout, générale et globale et locale? Ça vient du déchaînement du profit de ces entreprises qui ne voient que leur intérêt immédiat et qui polluent tout. Donc, si vous voulez, c'est le déchaînement du profit qui a déjà appauvri toute une partie de la population, qui a appauvri la biosphère. Et tout ça, c'est lié, parce que si vous redonnez un élan à l'économie qui va refaire de l'énergie propre, qui va travailler dans les villes pour le réhumaniser, avec des nouvelles personnes qui iront dans les campagnes, une nouvelle génération rurale, vous donnez de l'emploi, vous donnez un travail sain, vous régénérez une société, une civilisation. Et moi, si l'Occitanie se met à l'avant-garde de ce projet, je serai très heureux et je ferai tout pour, malgré mes forces vieilles et un peu dégradées, d'apporter mon concours. Mais toujours bien là et vaillante, Edgar Morin. La plupart des 100 citoyens, entre les deux sessions, ont parlé autour d'eux
de ce processus et certains ont entendu du cynisme en disant c'est bien, mais à quoi bon? À quoi bon? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux personnes qui doutent ou qui sont cyniques par rapport à ces processus de réflexion politique pour préparer le monde de demain? Qu'est-ce que vous leur diriez? Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est devant une tâche historique très grande et très difficile et où du reste se multiplient les périls de toutes sortes qu'il faut renoncer. Au contraire, il faut se lancer. Mais moi, je me souviens, dans l'époque, quand il y a eu le désastre de l'armée française en 1940, je me souviens à quel point l'Occitanie a accueilli les bras ouverts des millions de réfugiés des pays du Nord qui fuyaient les armées allemandes et comment on a pu vivre grâce à la solidarité des paysans et des familles dans ces temps-là. Donc, si vous voulez, il y a des ressources humaines formidables qui ne demandent qu'à se réveiller. La solidarité dort parfois, dort malheureusement trop souvent, mais quand arrive le défi, elle se réveille. Et puis, le doute, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire une première chose, ça veut dire que l'avenir est incertain. Mais vous savez, l'avenir a toujours été incertain. Ceux qui l'ont cru certain s'illusionnaient. Ceux qui, à l'époque de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, croyaient qu'on était dans une époque merveilleuse d'harmonie, ils se sont mis le doigt dans l'œil. Mais quand même, la pandémie est un exemple formidable que malgré tout ce que la science croyait savoir de maîtrise des bactéries, des microbes, pop, un petit virus pouvait tout foutre en l'air. Donc le risque, l'incertitude, c'est notre destinée humaine et la lutte contre cette incertitude, c'est le sens de l'aventure humaine et qui a besoin pour ça de fraternité. Et si vous sentez ça, que vous que c'est important d'œuvrer pour le bien commun, pour le bien public. Non seulement vous restez évidemment dans l'incertitude, vous n'êtes pas sûr de réussir, mais toute décision dans la vie est un pari, personne n'est sûr de quoi que ce soit, mais la question est de parier pour les forces bénéfiques d'union, de communion, et pas de parier pour les forces de destruction et de conflit. Donc, une fois ça tonifie. Moi, je crois, si vous voulez, on n'élimine pas le doute, mais on ne se laisse pas dévorer par le doute. On le transforme en pari, on le transforme en acceptation de vivre dans l'incertitude. Et nous pouvons marcher ensemble dans ce sens. Merci beaucoup. C'est une magnifique conclusion. Je vous salue tous, je vous dis bon travail.